suis très heureux d'être là. Pour être honnête, un peu ému aussi. Voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager un retour d'expérience avec beaucoup de personnes dont je continue à découvrir le travail et que je respecte énormément. Avant de commencer, donc je m'appelle Alexandre, je suis le fondateur du studio Lagrange, studio donc basé à Château-Thierry en effet, qui est tout en bas du tout en haut en vérité. C'est un studio que j'ai fondé donc il y a 5 ans maintenant, et on a sorti donc il y a 1 an, en novembre 2024, notre premier jeu, Toads of the Bayou, sur lequel donc j'ai eu plusieurs rôles. Évidemment, c'est de l'indépendant, donc c'est un peu tout et rien, on va dire. J'ai assuré en grosse partie, en majorité, la programmation et le game design, avec tous les à côté évidemment qui viennent avec le rôle de directeur du studio. Je vais d'abord vous présenter le petit trailer du jeu, puis après je vais parler un petit peu. J'ai découpé en 3 phases. Ça a été un peu compliqué de savoir quoi dire et quoi ne pas dire en vérité. Il y a pas mal de choses que j'avais envie de partager. J'ai essayé de garder les plus intéressantes. Évidemment, si vous avez d'autres questions sur les choses qui n'ont pas été dites à la fin, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Alors, pour ceux pour qui ça reste un peu obscur, du coup, qu'est-ce que c'est que Toads of the Bayou ? Dans l'idée, c'est un jeu dans lequel on mélange donc du deck building, hein, c'est un jeu de cartes, mais qui se déroule sur une grille et dans lequel on contrôle des petits crapauds en Louisiane, dans le Bayou. Et l'idée, en fait, c'était utiliser ces cartes pour repousser des vagues d'ennemis qui voudraient détruire ce que vous avez construit dans vos marécages. In-game, ça donne des combos de cartes un peu comme ça, voilà, des choses qui vont un peu dans tous les sens. Voilà. Et du coup, d'où c'est parti ? C'est parti d'une envie qui était très simple en fait de ma part. C'était de mélanger les parties de Magic que je faisais avec des potes. Je pense que ça parle à certains d'entre vous, les tables qui dégueulent de cartes comme ça et les tours qui prennent 15 minutes à expliquer. Je voulais retrouver ce plaisir-là. Et en même temps, le mélanger à un autre plaisir qui est celui de réfléchir en fait avec une dimension spatiale sur une grille. Quand j'ai commencé à prototyper sur Toads, il y a un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'œil en particulier, c'est Into the Breach. C'est un petit bijou de game design dans lequel on contrôle pour le coup des mechas. Ça se passe pareil sur une grille. Et en fait, au-delà du côté tactique, il y a un côté vraiment puzzle. Il y a beaucoup de questions d'espace, c'est un peu comme du judo en fait quasiment, mais au tour par tour. Et voilà, je voulais essayer de mélanger un peu ces deux côtés-là. Comme je disais, je vais découper la présentation en trois points clés, mais juste avant, je fais vraiment un très rapide en fait retour sur la genèse du projet. Pas parce que c'est le plus intéressant, mais parce que je pense que c'est quand même au cœur
d'autres choses et d'autres difficultés que je vais aborder après. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, mais en tout cas pour beaucoup de personnes dans le secteur du jeu vidéo aujourd'hui. Mais je suis pas du tout issu de ce secteur-là à la base. Moi, c'était plutôt le fruit d'une réorientation après un diplôme de commerce, donc voilà, c'était pas forcément les mêmes choses. Bon. J'avais quand même un intérêt pour le game design depuis longtemps. J'avais bidouillé un peu sur différents moteurs avant, RPG Maker, FPS Creator, toutes ces choses-là. Et j'avais fait un premier projet sur Unity il y a très longtemps. On voit ma grosse tête derrière parce que j'ai pas de capture appropriée de ce projet. C'est la seule image qui m'en reste. Mais voilà, j'avais fait 2-3 choses avant, mais ça a été quand même un peu un plongeon dans l'inconnu. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, juste vous verrez qu'en fait ça a porté ses fruits sur plein d'aspects et ça a aussi quand même un petit peu mis des bâtons dans les roues sur d'autres. Bref, pour refaire l'historique, Toads of the Bayou, en fait, la promesse initiale, j'ai inclus, j'en parlais tout à l'heure, c'était première itération, c'était la boule dans Fort Boyard. L'idée de base, c'était un jeu qui alterne du combat tour par tour sur grille et de la construction de villes. Je crois qu'il y a un jeu qui a réussi à faire ça ici, mais voilà. Moi, à ce moment-là, je savais pas trop où je voulais emmener ça. L'idée, en tout cas, c'était qu'on contrôlait des crapauds dans une petite colonie et qu'on allait accumuler des ressources, placer des bâtiments, que ces bâtiments allaient permettre d'acheter des cartes et qu'avec ces cartes, on pourrait se battre contre des méchants qui veulent détruire ces bâtiments. La boucle initiale, en gros, c'était ça. Alors là, je l'ai refaite en fait au propre il y a quelques jours. La vérité, c'est que au moment où je prenais les captures d'écran que vous avez vues juste avant, il n'y avait pas du tout ce genre de game design document. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je savais pas trop comment on faisait. Tout simplement, j'avais pas trop l'idée même qu'il fallait faire des game design documents. Et donc voilà, on avait cette boucle-là qui est très jeu de société. Et ça, en fait, pareil, ça a été intéressant, mais ça a eu ses limites plus tard. Mais bon, voilà, j'en reparlerai. Donc voilà, le projet suit son cours à ce moment-là. Je prends pas mal de temps quand même pour faire un prototype. Voilà, je teste différentes choses. J'essaie de mélanger un petit peu la construction de bâtiments, des phases de combat, la Slay the Spire. Il y a l'idée des cartes, il y a l'idée du tour par tour, il y a l'idée de la grille, mais c'est pas très abouti. Et en 2021, j'avais démarré le projet en toute fin décembre 2020. En 2021, je travaille très rapidement avec quelqu'un qui s'appelle Alice et qui fait les premiers sprites du jeu et ce premier concept art. Les sprites du jeu, les premiers sprites en tout cas, ça a habillé ce qu'on avait à ce moment-là, mais encore une fois, la boucle, elle était pas très complète. Je mettais beaucoup de temps à obtenir quoi que ce soit, donc je me rendais pas trop compte ça me prenait beaucoup de temps de dev et j'avais très peu de temps pour prendre du recul sur le projet. Donc les sprites, on va dire, ont pas tellement été gardés finalement, mais ce concept-là, ça a été quand même le premier moment, on va dire, où j'ai ressenti ce que serait plutôt la vibe du jeu. Je fais une grosse avance rapide, encore une fois, c'est pas le cœur de la conférence, mais en 2022, je commence à démarcher des éditeurs et on a du coup une opportunité avec Fireshine Games, qui est un éditeur basé à Londres et qui est donc intéressé sur Toads. Et donc on signe ensemble et en octobre 2022, la production démarre réellement avec Fireshine. Donc là, je peux monter quand même une équipe autour de moi. Voilà. Entre-temps, le projet va un peu évoluer évidemment, mais voilà. Ça, c'était juste pour parler de la jeunesse du projet. Et maintenant, je vais parler du premier élément en fait qui a été assez tumultueux, on va dire, sur le projet, en même temps qui m'a permis d'en tirer beaucoup de leçons. C'est toutes les péripéties qu'il y a eu autour de la core loop. Comme je le disais, la core loop du jeu, en fait, elle a été soignée à l'époque à la hauteur de ce que je pouvais faire, du haut de mes très faibles compétences. Et bon, on s'est pris un petit peu un retour de bâton en milieu de production, mais bref, je vais en reparler.
On démarre avec Fireshine et dans le début du temps de production qu'on avait ensemble, en vérité, on a quand même prévu un temps de reset, du projet, histoire de nettoyer un peu les fondations, de repartir un peu à zéro sur certaines choses et de refaire en fait une simili pré-production très concentrée. Ce qui fait que bon, les premières milestones en fait se déroulent bien. On est dans le cahier des charges, on a des résultats, des attentes qui sont très concrètes en fait, et donc tout se passe bien. On pense qu'on est sur les bonnes voies et tout. Et on arrive à l'été 2023, où là, Fireshine me propose de faire des premiers tests, des premiers playtests publics. Moi, à ce moment-là, j'ai vraiment le sentiment que c'est trop tôt. Je me sens pas très à l'aise en fait avec le gameplay, avec l'état du jeu, etc. Pourtant, bon, on avait quand même bien avancé. Hein. Il y avait, pour le coup, il y avait quand même, on va dire, un segment du jeu qui était jouable, qui était intéressant et tout, mais j'étais pas trop à l'aise. Et heureusement, finalement, ils ont insisté. Et je dis heureusement parce que ça a été un bon reality check entre guillemets. Donc, le premier playtest public qu'on fait, si je me souviens bien. C'est à l'été et c'est via Tiny Teams, qui est organisé par Yoxcast, qui est un collectif en ligne. Et en gros, bon, c'est un événement en ligne, avec des streamers internationaux qui vont prendre le jeu en stream entre une demi-heure et 1 heure, qui vont y jouer, le découvrir en même temps et donner leur avis. Et on a ce premier extrait qui me fait l'effet de comme regarder aux photos Facebook de 2010 ou 2013. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai en voyant ça. We can only move there. We can't move here. I don't know why we can't move here, but we can't. So we have to move here. Again, I wish we could have this could go out transparent or something, so we could see behind. Okay, well we can't hit anything from here, Sally. Yeah. How are we still taking damage? He shouldn't be hitting us. Not sure. I'm a little bit confused with this game, not gonna lie. A lot of things seem to make little sense. There's not a lot of tutorials been into things either. I mean, I can strike, but that's it. We seem to just be kind of cornered. Bref. Ça fait 2 ans, mais je vous jure que je transpire encore un peu là. Et voilà, en fait, il y a plein de trucs qui vont pas dans cet extrait, et je vais en reparler évidemment, mais ce qui m'embête un peu, c'est que c'est des trucs que je ressentais un petit peu, et ça juste, ça a confirmé ça. Mais les bâtiments, on sait pas trop à quoi ils servent en réalité. Ils gâchent la vue, les cartes sont pas très claires, plein de trucs qui peuvent être améliorés et tout, mais ça me donne quand même un indicateur, c'est que le cœur de l'idée est pas encore complètement clair, complètement universel. Et bon, il reste quand même une demi-heure sur le jeu, ce qui est très gentil de leur part. Et la conclusion au moment de passer au jeu suivant, c'est celle-là. Ça a l'air très prometteur, mais là, juste à chaud, je suis vraiment confus. Et voilà, c'est ce qu'ils disent aussi. Il y a très peu de tutoriels, il y a très peu de machin, très peu d'onboarding. Voilà. Bon. Moi, je suis pas très à l'aise, on en parle en interne, mais bon, voilà, c'est encore tôt, c'est pas grave, on va s'améliorer, c'est parce que le jeu est encore en cours et tout. Petite avance rapide, et on se retrouve donc à la Paris Games Week, la première Paris Games Week qu'on fait, que je fais aussi du coup, en tant que visiteur, donc qu'exposant, donc voilà, grosse découverte. Et là, c'est la première fois du coup que je vois en fait des gens jouer au jeu en direct. La build a quand même pas mal évolué. Il y a eu aussi pas mal quand même un certain polish fait depuis et tout. Et là, on a quand même des retours qui sont assez positifs. Évidemment, on a eu le temps de revenir un peu sur ce qui avait été un peu critiqué sur l'extrait d'avant. On a des retours assez positifs dans l'ensemble. On nous dit que c'est fun, etc. Mais surtout, en fait, ce qu'on nous dit beaucoup, et encore une fois, ça, je pense qu'on l'a pas assez écouté, c'est qu'il y a beaucoup d'encouragement. On nous dit beaucoup que c'est un projet prometteur, qu'il y a des bonnes idées, que hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir ce que vous allez en faire, etc. Mais en fait, il y a personne
mais vraiment personne qui nous dit c'est trop cool, ça sort quand. Et ça, je pense, ça paraît anecdotique, et encore une fois, on peut tout à fait se dire que à ce stade du projet, il restait plus d'1 an de production, c'est pas très grave. Mais je pense que ça aurait pu être pris plus au sérieux, de se dire y a personne en fait qui s'est dit, même en l'état, même pas fini, j'ai quand même envie d'y jouer. Et encore une fois, là, il y avait un éléphant dans la pièce, et on a choisi de pas le regarder. Et on s'est dit, ok, c'est pas grave, on avance, on va rajouter des trucs, on va rajouter des assets, on va rajouter plein de trucs, et genre le jeu, il va être bien. Et ça marche pas comme ça. On va même encore plus loin, parce que en janvier, on décide d'annoncer une version prologue. Une version prologue, qu'est-ce que c'est ? À ce moment-là, je ne sais pas. Mais en gros, l'idée, en fait, c'est une idée qui est marketing avant tout, c'est de créer non pas une démo, mais une deuxième application sur Steam, qui sera en fait une démo, mais un peu différente. C'est là qu'on voit que c'est marketing. Et l'idée, c'est que grâce à cette application, qui a vocation à être une démo, on pourra avoir des wishlists séparés, on pourra avoir des stats séparés, et donc on peut jauger de l'intérêt du jeu et des directions à prendre. Le souci, c'est qu'on n'a pas trop de scope pour ce prologue, on ne sait pas trop ce que ça va être. On a beau en parler, on n'arrive pas à définir un scope. Et surtout, il faut forker le jeu, en fait, parce que c'est 2 versions différentes. Je suis seul programmeur dans l'équipe, je suis même le seul à toucher au moteur. Enfin, c'est un travail en plus qui est énorme pour un premier jeu. Et voilà. Je pense que je me suis pas assez exprimé clairement. C'est pas forcément facile des fois on croit suggérer des choses très clairement et en fait on fait que les suggérer justement. J'aurais plus dû dire non sur le prologue. Toujours est-il qu'il y a ce truc un peu latent qui se rajoute et il y a des red flags évidents à ce moment-là. On fait un premier playtest fermé, donc on passe par un panel de joueurs qui testent le jeu en l'état. Et là, on a des retours qui sont extrêmement mitigés. Il y a rien de catastrophique, mais dans l'ensemble, encore une fois, il y a rien d'excellent non plus. Et c'est un peu comme, vous savez, les étoiles sur Google, quoi. Si c'est pas 5 étoiles, en fait, même si c'est 4, en vérité, c'est que c'est pas terrible souvent. Et donc voilà, là, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Il reste moins d'1 an de production et on sait pas trop, en fait, quoi corriger. On sait pas si on fait un prologue, on sait pas ce que sera le prologue. Et pour couronner le tout, il y a des changements d'équipe côté éditeur et aussi dans mon équipe pour différentes raisons. Et voilà, donc le projet se retrouve quasiment à l'arrêt. Parmi les retours qu'on a des playtests, en fait, c'est des retours qui correspondent en fait à ce qu'on avait depuis des mois. C'est-à-dire que on comprend pas trop en fait. Ça, c'est des retours. Qu'on a eu, qui ont été synthétisés, mais à quoi servent les bâtiments ? Il y a 2 phases du jeu qui ont l'air un peu de se rentrer dedans plus que de se compléter. C'est pas très clair, etc. Voilà, pourquoi protéger les bâtiments ? À l'époque, on pouvait acheter des îles pour passer d'une île à l'autre, mais en fait, quel intérêt ? Parce que le joueur a plus intérêt à rester sur l'île de départ. Enfin bref, des idées intéressantes, mais une exécution qui est pas, qui est pas géniale, on va dire. J'ai une slide en plus, excuse-moi. Bref, à ce moment-là, il y a une sorte de panique silencieuse qui s'installe. Comme je disais, en fait, il reste moins d'1 an de production. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et plutôt que de prendre un moment en fait pour dire, attends, on ralentit la cadence, et en fait, on réfléchit vraiment. On a fait l'inverse, on a accéléré à mort et on a commencé à faire tout et n'importe quoi en se disant qu'on allait peut-être trouver le changement qui allait tout rétablir. Donc on se dit qu'on va faire de l'équipement. Donc on commence à faire, alors ça j'en reparlerai, mais on avait ce qu'on appelle des VV qui sont des symboles dans le vaudou haïtien. On se dit ces VV en fait on va en faire des runes et ces runes on peut les équiper et puis ça fera des effets passifs et les effets passifs ils vont faire que le jeu il sera bien. Évidemment ça ne marche pas. Donc après on se dit on va faire des crapauds procéduraux qu'on peut recruter. Et donc on se dit ok en fait quand on part en mission on va pouvoir ajouter un crapaud ou 2 crapauds et puis ça fera une équipe soudée et ça permettra de faire des stratégies plus complexes. Ça marche pas non plus. Après on se dit qu'on va faire du leveling et donc en fait les crapauds ils gagnent de l'XP et ils débloquent des traits. Ces traits ils sont aléatoires et ils donnent des effets passifs. Voilà, en se disant encore une fois que ça allait rajouter de l'intérêt et de la profondeur au gameplay.
Sauf que, encore une fois, ça marche pas. On va même tester des trucs un peu gadget, genre plus de juiciness. Et donc les objets, on va les débloquer dans des super coffres. Bref. Et le dernier, et c'est là en fait où on se dit en gros que je crois que ça a été un peu le moment en fait où on a réalisé qu'on faisait n'importe quoi. C'est qu'on s'est dit ok, les bâtiments ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que le joueur doive placer des bâtiments sur la map, en fait les bâtiments ils vont être placés automatiquement. Et du coup on pourra acheter les cartes à travers ces bâtiments. Donc à la fin de la mission, le bâtiment est posé tout seul et vous pouvez acheter une carte. Honnêtement là, en refaisant la presse et tout, encore une fois j'ai un peu chaud parce que je me dis vraiment c'était n'importe quoi et je sais pas dans quel état d'esprit on était à ce moment-là. Toujours est-il que voilà, en fait on était en panique, voilà comment on était. Heureusement en mars, il y a quelqu'un qui a l'intelligence on a un coup de fil qui est pas hyper agréable, mais où on se dit pour une fois en fait les choses, on va dire sans filtre ou quoi, et on se dit bon, le jeu il est pas fun. Honnêtement voilà, genre à ce moment-là ce n'est pas fun, c'est pas un bon jeu. Et c'est pas un appel hyper sympa, hyper facile, mais en vérité ça fait quand même du bien parce que pour une fois en fait on accepte de dire qu'il y a un énorme éléphant dans la pièce et que faut s'en occuper quoi. On se dit qu'on fait ce qu'on a poliment décidé d'appeler un creative reset. Donc en gros je pars à Londres 3 jours dans les bureaux de Fireshine et là on fait en fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début je pense. C'est un atelier sur qu'est-ce que c'est en fait que Tales of the Bayou en tant que produit. Et à ce moment-là, en fait, j'ai laissé mon texte là, mais voilà, on oublie un peu les deadlines alors qu'on est vraiment dans le rush. On oublie en fait, voilà, que on manque de temps, que c'est le stress et tout, et on se dit justement que on prend quelques jours, quelques semaines s'il faut, mais qu'en fait après c'est ligne droite. Et voilà, on a une approche en fait vraiment atelier, brainstorming très libre où on prend vraiment la liberté de remettre en question les piliers qu'on s'était promis en fait de pas toucher au départ. Enfin c'est pas exactement ça, mais bref. Et ça fait vachement de bien finalement. On ouvre à nouveau les possibilités. Et on revient surtout à ce concept art. Et c'est un moment vraiment qui m'avait quand même assez touché, c'est que, encore une fois, c'était ambiance un peu mitigée entre voilà, l'envie quand même de faire un bon produit, l'envie de rétablir le truc et en même temps un peu de stress. Et on prend quand même le temps de revenir vraiment, et je crois que c'est le lead producer de Fireshine qui avait dit pour moi, Toads, quand on l'a signé, en fait, c'était vraiment ce concept art, c'est des crapauds qui sont planqués, en fait, qui sont dans leur planque, et qui réfléchissent en fait à comment mener cette résistance et à comment mener ces opérations de sabotage pour regagner leur bayou. Et en fait, ça débloque pas mal de choses de se dire c'est quoi l'essence du jeu. C'est pas un city builder, c'est pas un jeu de gestion d'économie, c'est pas un jeu de plateau, c'est pas un jeu de conquête. C'est juste en fait c'est un jeu de résistance d'un point de vue thématique et donc en fait un jeu de survie. Et surtout, du coup, on se dit, stop à l'originalité pour l'originalité. En fait, ça n'a aucun sens. C'est quoi les codes de ce genre? C'est quoi les codes de ces jeux-là? Et comment on les fait bien? À ce moment-là, on tombe aussi sur la post-mortem d'Into the Breach. Et ça a été, pareil, un super déclencheur. Déjà de se rendre compte qu'ils sont passés par des phases un peu similaires. Je sais pas s'ils ont paniqué autant, mais les premières itérations, c'est que c'était, selon eux, un jeu qui était un peu trop jeu de société. Avec un plateau, avec de la conquête, etc. Ceux qu'ils ont abandonnés pour faire un jeu qui était, comme ils le disent, en fait beaucoup plus complexe, mais pas beaucoup plus profond, avec des cartes d'événements, des choses comme ça et tout. Et en fait, ils ont coupé, petit à petit, ils ont coupé des choses, jusqu'à arriver en fait à ce que c'était que le cœur du jeu, et ils le disent très bien, cut bad design can be fun. Et ça a été vraiment en fait je pense un moment un peu de libération dans le processus autour de Toads. Et donc on s'est dit, en effet, si on veut faire un roguelike, déjà, il faut qu'on ait une progression qui soit claire et qui soit structurée. Donc, on accepte de faire une world map en 3 actes clairs, structurés, avec une progression qui est ascendante,
Pareil, ça paraît un peu anecdotique, mais en fait c'est très logique, quoi. On part d'en bas et on arrive jusqu'en haut de la montagne pour affronter le boss. Thématiquement, ça marche. Deuxième étape qui est vachement importante, c'est qu'on se dit qu'on va créer, ça c'est le senior producteur chez Firechain qui me dit pense à avoir a home for the player. Un endroit en fait où on est dans le jeu, mais où on n'est pas au cœur de l'action tout le temps. Et en fait, c'est vrai que dans Toad, jusque-là, la navigation, elle se faisait d'une mission à l'autre sur une map, et il y avait que de l'interface en fait. Et le fait de se dire, il y a un endroit en fait dans le jeu où on peut un peu redescendre en tension, poser en fait le stress, voilà, le fait d'avoir peur de perdre, de mourir et tout. Et juste en fait être dans le jeu, dans l'univers, baigner un peu dans ce thème et réfléchir à la prochaine étape, réfléchir à la prochaine mission, à la prochaine carte qu'on achète et tout. Et pareil, ça permet en fait de revenir justement à cette thématique qu'on avait et de renforcer, on va dire, je trouve, ce qui a été l'identité du jeu par la suite. Troisième changement, on se dit que le cœur du jeu, ça doit être un personnage qu'on choisit et qui est donc le héros jouable et qui sera le déclencheur. Et ensuite, en fait, on va avoir tout le reste qui seront des synergies qui vont renforcer en fait cette base-là. Mais l'endroit où le joueur interagit, l'endroit par lequel le joueur manipule le jeu, c'est vraiment par son personnage. Et on prend en fait l'exemple de Balatro ou même de Wild Frost, qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi, qui sont en fait finalement presque des auto-battleurs dans lequel en fait on a un input mais qui déclenche après un château de cartes. Et c'est un peu l'idée qu'on a voulu avoir après d'avoir un jeu à combo comme je le montrais. Donc ça c'était une itération sur le fait d'avoir des crapauds de soutien. On n'avait pas d'artwork à ce moment-là, mais des crapauds qu'on recrute et qui en fait répondent à des inputs du joueur et qui vont là en l'occurrence c'est quand on tire, on va repiocher des cartes et rajouter des points d'action. Et donc ça permet de faire des combos un peu débiles. C'était une première itération évidemment, mais ça a été un moment où on s'est dit ok, il y a une idée, il y a un truc, il y a un flow. Quatrième changement, c'est vraiment utiliser en fait les éléments qu'on a. Quelle est la grammaire du jeu ? On a des actions, mais on a aussi une map, on a aussi un board, on a des tiles. Comment est-ce qu'on peut en tirer un maximum de profit ? Et un code en fait des roguelikes, très souvent, c'est d'avoir des consommables. Mais nous, on s'est dit que ce serait cool d'avoir des consommables un peu magiques, que j'ai appelés immatériels, donc les fameux VV, ces sortes de runes vaudou, hein, pour vraiment le vulgariser, et des consommables matériels, donc des consommables qu'on pose sur la map, qui seront des pièges. Et le dernier changement, et ça c'était... Bref. C'est d'enlever en fait les 3 monnaies qui ne servent à rien, qui ajoutent de la complexité mais pas de la profondeur, encore une fois. Et voilà, à l'époque on avait donc 3 monnaies qui permettaient d'acheter des choses différentes et qui devaient s'équilibrer et tout. En fait on s'est dit qu'on allait avoir une monnaie pour les runs qui serait l'huile, en fait le liquide qu'on voit là, et la monnaie méta, donc on garde entre les runs, qui permettent d'agrandir la taverne et qui est l'or ici. Et donc le bois ça dégage. Et du coup, qu'est-ce que ça permet ? C'est voilà, comme je le disais, en fait, de donner en fait du vocabulaire aux joueurs. Voilà, juste des mots en quelque sorte qui sont des inputs qu'il peut donner. Et Toads, en fait, de par ses règles, de par ce qu'il autorise ou pas, ça sera simplement la syntaxe du jeu. Comment dire ? C'est la fin de la première étape. Je voulais marquer quelques leçons. La première leçon, voilà. Je le dis parce que c'est quelque chose que j'ai pleinement intégré. Je voulais pas vous faire l'affront de j'ai mis en leçon 0 parce qu'évidemment ça paraît évident, mais je pense que pour moi ça ne l'a pas forcément assez été à ce moment-là. Juste voilà, un maximum d'itération, un maximum de pré-prod, pas rester sur des idées, se mettre vraiment face à la réalité et au feedback pour avancer, c'est hyper important. Encore une fois, c'est hyper obvious, mais j'ai pleinement fait l'erreur de pas le faire assez au début. Ça nous a quand même coûté du temps, de l'énergie, de la tranquillité, donc voilà. Maintenant, la première vraie leçon que j'en ai retirée, encore une fois, c'est pas du tout des leçons universelles que je veux amener là. C'est un peu des motos, des maximes que
que j'en retire. Je serais très heureux d'échanger dessus si vous êtes d'accord ou pas d'accord d'ailleurs. Toujours est-il que je me suis dit à la fin que être différent, ça veut pas dire plus intéressant. Et j'ai eu beaucoup en fait cet impératif que je m'étais mis à moi-même de me dire ok, il faut faire différent. Tous les roguelikes font ça, on fera pas ça. Voire même tous les roguelikes font ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ça paraît complètement idiot quand on le dit, mais je pense que c'est comme beaucoup d'impératifs qu'on se met dans la vie. En fait, tant qu'on les a pas formulés à haute voix, on se rend pas compte à quel point c'est idiot. Et je pense que voilà, j'avais peut-être envie un peu de je sais pas, peut-être de prouver des choses, ou j'en sais rien, c'est tout à fait possible. Toujours est-il qu'on a perdu, je pense, beaucoup de temps en fait à essayer de faire différent alors qu'il n'y avait pas besoin. Et là où le jeu est devenu vraiment intéressant et où il est devenu ce qu'il était, c'est quand on a fait quelque chose d'intéressant des codes qu'on avait assimilés en fait. Et ça, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, je trouve. La deuxième leçon que j'en ai retirée, et ça c'est pareil, quelque chose que je me dis de plus en plus dans d'autres choses, dans la musique ou dans quoi que ce soit, c'est que le perfectionnisme, ça paraît être un trait très positif, mais en vérité, je trouve que c'est extrêmement trompeur. On a tendance à l'assimiler à une haute conscience artistique. En vérité, je trouve que c'est un petit peu une forme de lâcheté qu'on peut avoir. La plupart la réalité, c'est souvent des contraintes de temps, de budget, de moyens, parfois de talent aussi. Et en fait, on est très très peu à pouvoir s'extraire de ces contraintes. Et je pense que c'est important d'accepter en fait de se soumettre à ces contraintes et de se dire voilà. Évidemment que si j'avais tout le temps et tout l'argent du monde, je pourrais faire peut-être le meilleur jeu du monde. Sauf que la vérité, c'est que j'ai un budget, j'ai une équipe, j'ai du temps et j'en ai pas plus en gros. Donc il faut accepter de présenter le plus tôt possible, je pense, le fruit de son travail, les retours qu'il y aura et d'itérer à partir de ça. Voilà, donc, toujours avoir un reality check à portée de main en gros. Et la troisième leçon que j'ai tirée à ce niveau-là, c'est que retirer, très souvent ça permet de dégager l'essence de ce qu'on fait et ça a plus de valeur qu'ajouter des choses. Et ça, je le ressens dans le projet aussi dans lequel je travaille actuellement. Mon premier réflexe, ça a été justement de repartir de zéro, mais en fait très vite faire plein de choses que je savais que je pouvais faire et que j'avais envie de tester et tout. Je pense que j'ai bien fait, je suis pas parti bille en tête comme sur Toads, mais très vite en fait je suis arrivé à un moment où je me suis dit ok, maintenant j'ai une page qui est très chargée, qu'est-ce que je peux retirer en fait. Et j'ai fait des trucs un peu absurdes, j'ai retiré même les décors du jeu par exemple pour voir est-ce que vraiment j'ai besoin de décors pour nourrir le jeu. Est-ce que j'ai besoin de son, est-ce que j'ai besoin de trucs comme ça. Ça paraît un peu absurde, mais je pense que c'est une bonne façon de travailler parce que le jour où vous retirez quelque chose et que ça change rien, c'est que ça n'a pas forcément de raison d'être là. Et le jour où vous retirez quelque chose qui ne peut pas être retiré, vous le sentirez très vite en fait et vous saurez ce qui fait l'essence du jeu. Voilà, concrètement, c'est ça la réflexion. Quand on fait de la musique, est-ce que j'ai besoin, on peut avoir tendance à rajouter plein de notes, plein de choses, mais en fait, est-ce que ça vient pas brouiller un petit peu finalement le message? Le dessin du milieu, c'est un dessin de Fernando Félix Goncalves, qui était mon prof de dessin quand j'étais ado et qui m'avait dit justement tu peux faire plein de traits partout, mais en fait ça veut pas. Enfin, je sais plus comment il avait formulé, mais en gros l'idée c'était que avant de dire que c'est ton style de faire des dessins très chargés, sois sûr que tu sais faire un trait assuré, un trait simple en gros, et ne t'en sers pas comme un cache-misère. Ça, je pense que c'est intéressant. Et pareil, voilà pour le cinéma. Enfin, je pense que c'est un conseil qui peut s'appliquer à tout. Le deuxième point qui a été un point assez intense sur Toad, c'est la réflexion autour des maps et du mouvement. Sans surprise, il y a eu une grosse difficulté pour trouver la place du mouvement. En même temps, c'était quand même un pari un petit peu compliqué de mêler le côté tactique sur grille et le hasard. Il y a eu pas mal de jeux qui l'ont fait depuis, mais au moment où en plus j'ai lancé la pré-prod, donc c'était fin 2020, début 2021, il n'y avait pas encore trop de jeux qui mélangeaient, en tout cas pas à ma connaissance, qui mélangeaient le jeu de cartes et le jeu sur grille. Un peu compliqué de trouver des refs. Et moi j'avais quelques postulats initiaux qui étaient que le mouvement il devait venir du deck, que le mouvement il devait être upgradable, et que l'équilibre entre les cartes de mouvement et les cartes d'attaque, ça faisait partie du jeu. Donc en gros, si vous piochez jamais de cartes de mouvement, c'est que vous avez mal fait votre deck, et inversement.
Encore une fois, ça paraît trop cool, trop complexe, machin et tout. En vérité, les retours, c'est que c'est pas super intéressant, que c'est pas super équilibré, et que la complexité du mouvement, en fait, elle leur rendait pas forcément les décisions engageantes. Enfin voilà, je prends l'exemple de Magic. Encore une fois, mais ça a été quand même une grosse influence. C'est pas parce que c'est plus complexe que c'est plus fun, et souvent c'est même le contraire. Voilà, de façon plus. Heureusement, à ce moment-là, en fait, on est en phase de brainstorming à nouveau, et donc on se demande en fait quel est vraiment le rôle du mouvement dans le game design. Qu'est-ce qu'il est censé apporter? Et il y a deux choses qu'on me dit justement chez Fireshine au moment du brainstorming qui ont été vraiment importantes. C'est j'ai à la fois l'impression de courir partout et d'être trop lent pour tout, et en même temps, je passe mon temps à fuir ou à ne pas réussir à défendre mes objectifs, et ça, c'est pas engageant. Et c'est vrai que théoriquement, en fait, c'est un jeu dans lequel on est censé défendre des choses, on est censé un peu être en résistance. Alors si on est tout le temps à courir et à fuir, c'est pas super fun, et ça va pas avec l'image de ces crapauds valeureux qu'on voulait donner. Là, il y a un conseil, enfin il y a une approche en tout cas qu'on me suggère. C'est ok, le mouvement n'est pas engageant, le mouvement est pas fun, c'est que les maps sont pas assez grandes. On va faire des maps plus grandes. Et tout le monde est un peu d'accord, genre ok, c'est sûrement ça et tout. Et là, je pense que pour le coup, j'ai eu une bonne intuition, c'est que je me suis dit qu'on regardait pas au bon endroit. Et que pour moi, c'est pas la taille des maps en fait qui faisait le mouvement justement. C'était plutôt comment dire, le rythme avec lequel le joueur y avait accès. Et en fait, dans l'idée, c'est un peu ça, c'est qu'on voulait en fait des déplacements qui soient millimétrés pour plus de tension au fond, et surtout pas en fait être en train de faire 1000 km tout le temps, faire un maximum de mouvements, couvrir des plus grosses distances. Ça, c'est pas intéressant en fait. Et je propose du coup l'extrême inverse. Je propose, alors, voilà, un constat typiquement, c'est que déjà à ce moment-là, en fait, les 3/4 de la map ne servaient à rien, étaient vides et diluaient le choix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'options qui sont pas mauvaises, mais qui sont pas bonnes non plus, qui sont juste du coup pas intéressantes. Et je propose l'extrême inverse à ce moment-là, c'est de réduire la map au maximum, c'est-à-dire de faire des maps en 4 cases sur 4 cases, sans aucun obstacle, et de passer pas mal de temps dessus, juste pour voir. Et l'idée en fait, c'est encore une fois d'isoler entre guillemets le level design, de retirer ça et de se dire même sans layout de map, comment on peut rendre ça fun. Et finalement, est-ce que ça vient du rythme et de la fréquence des ennemis? Est-ce que ça vient du fait qu'il y aurait peut-être des ennemis one-shotables qui en fait permettent de dégager des tiles en les frappant? Est-ce que c'est la longueur des mouvements? Voilà, ça je le savais pas trop à ce moment-là. Le premier changement, c'est de faire des déplacements qui sont réduits. C'est-à-dire que plutôt que de faire des grandes distances, on met en avant le fait de faire des petits pas de côté, c'est-à-dire au mieux de se déplacer de 2 pas ou 3 pas. Thématiquement, ça change quelque chose déjà. C'est qu'on n'est plus en train de fuir, on n'est plus en train de courir partout, on se repositionne. 3 pas, c'était parce que c'était ce qui permettait de faire le tour d'un ennemi. Donc voilà, on peut pas se déplacer en diagonale dans le jeu, donc c'était ce qui permettait de faire 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et en fait, c'est le minimum entre guillemets pour avoir le côté un peu judo, en gros. Et l'intérêt que ça apporte, c'est que on peut du coup choisir aussi de rester immobile pendant le combat, de rester au cœur de l'action. Mais du coup d'avoir peut-être plus de répondants au prochain tour. Le deuxième côté, c'est ce que j'ai appelé un interventionnisme assumé. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, voilà, il y a ce côté garder la mécanique du deck, garder la mécanique du hasard et tout. Et en fait, finalement, on s'est dit on va plutôt faire des cartes qu'on appelait les cartes collantes, c'est-à-dire des cartes en fait qui reviennent non seulement au début de chaque tour pour garantir un mouvement au minimum par tour, mais qui reviennent aussi à chaque fois qu'on tue un ennemi. Et comme ça paraissait peut-être un peu trop cheaté, on s'est dit que ces cartes elles seraient chronométrées. Et en fait, c'est tout simplement les cartes chronométrées, ce sont des cartes qui perdent en fait en puissance à chaque fois qu'on joue une carte avant elle. Donc en gros, là, c'est déplacez-vous de 3 par exemple sur la carte de mouvement de base. Mais pour chaque carte que je vais jouer avant, ça va réduire de 1 le nombre de pas que je peux faire grâce à elle. Ce qui est assez cool là-dedans, en fait, c'est que déjà c'est assez organique
Et surtout, en fait, ça force à réfléchir au timing. Parce que du coup, on peut choisir de se déplacer avant de tuer un ennemi pour aller repiocher la carte, qui sera à nouveau reset parce qu'elle est repassée par le deck. Et donc, en fait, on peut très vite commencer à enchaîner les mouvements, les attaques, et avoir un côté un petit peu, justement, presque jeu de dames. Et là, très vite, en fait, ça devient beaucoup plus organique, en gros. Et donc là, en fait, une fois qu'on a ça, à nouveau, comme je disais, on a des bases qui sont posées. On a un code qui est clair, un code du point de vue des codes du genre, et on peut maintenant placer au mouvement upgradé, en fait. Mais simplement parce qu'on a une base solide. Donc là, on commence à réfléchir à des mouvements qui pourraient être un peu fun, comme du dash, ou le fait de traverser des ennemis pour leur infliger des dégâts, ou de les pousser, d'échanger de place avec eux, de leur sauter dessus pour les tuer comme dans Mario. Voilà, des choses un peu comme ça. Mais ça, encore une fois, ça a pu être fait, je pense, avec tranquillité et avec simplicité d'itération, parce qu'on avait adopté une solution, on va dire, qui paraissait évidente finalement dès le départ. Enfin, au départ. Voilà. Alors les quelques leçons que je tire de ça, c'est que le problème, il n'est pas forcément où on croit. Ça, j'ai un autre point qui est en lien avec ça un peu plus tard, mais dans l'idée, je pense que particulièrement pour ce genre de jeu, en fait, on a envie de mettre en place des systèmes qui se répondent entre eux, que ce soit assez organique pour que le joueur ait un côté un peu bac à sable et qu'il puisse presque avoir l'impression d'inventer des choses dans le jeu, ou en tout cas de dépasser ce que le designer avait imaginé. Et en fait, du coup, ces nombreuses connexions, elles font que des fois, certains éléments interagissent sur d'autres sans qu'on s'en rende compte, en fait. Et des fois, changer quelque chose à l'autre bout du design document, ça va avoir des répercussions qu'on n'imagine pas. Là, typiquement, encore une fois, la taille des maps, en fait, c'était pas forcément le problème sur le mouvement. Ça, je pense que c'est assez évident, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà, une base simple, c'est nécessaire à des ajouts complexes. Voilà, je pense que ça, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et surtout, ça, encore une fois, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça, mais je pense que dans le doute, repartir de ses intuitions, prendre le temps, en fait, d'écouter les siennes ou celles des autres, mais de revenir vraiment à... Et c'est un truc qui n'est pas forcément facile à faire, en tout cas, moi, j'ai eu du mal à le faire, mais c'est de revenir du point de vue du joueur et de se dire, en fait, quelles seraient mes attentes, en gros. Si j'oublie vraiment le moteur, si j'oublie tout le travail en fait de préparation que j'ai fait, là quand je fais cette action, qu'est-ce que je m'attends à recevoir, qu'est-ce que je m'attends à voir sur l'écran, et est-ce que c'est là ou pas en gros. Et ça sert à rien encore une fois de donner au joueur ce qu'il n'attend pas, ou en tout cas pas si c'est juste pour le plaisir de faire ça en gros. Et le dernier point du coup que je voulais aborder, c'est la phase en fait de design ou plutôt de redesign qu'on a eu autour des persos principaux. Évidemment, ça fait partie du creative reset comme on l'a gentiment appelé. Donc on a dû retravailler un peu les persos et pareil, ça a été un peu complexe surtout pour le dernier. Dans Toads of the Bayou, on peut jouer 3 crapauds qu'on choisit au début de sa run. Et la vérité, c'est que dans le concept initial, en fait, les 3 crapauds avaient des capacités passives différentes, ce qui est toujours le cas, mais il n'y avait pas beaucoup plus de différences que ça. Je comptais vraiment sur le fait que ces différences influenceraient, elles étaient un peu plus complexes, et je pensais qu'elles influenceraient beaucoup plus le déroulé des runs. En vérité, non, les différences n'étaient pas tout à fait ressenties. Et donc on se dit, ok, comment on fait est-ce qu'on fait 3 archétypes différents, sachant que le premier doit faire office d'introduction, ça doit être un personnage qui est assez simple à comprendre, et en même temps, faut quand même qu'on puisse donner de la profondeur au jeu. Il y a quand même un petit hic, c'est que on a des ressources qui sont assez limitées. Quand on a lancé la prod du jeu, on était parti sur le fait de faire 50 cartes. Encore une fois, ça paraît très peu. C'est beaucoup trop peu pour ce qu'est le jeu aujourd'hui. Le truc, c'est que dans le design initial, en fait, 50 cartes, ça paraissait bien parce qu'elles seraient pas réparties de la même façon. Mais du coup, là, on se retrouve un peu avec 3 crapauds et on se dit, ok, comment on va répartir ces 50 cartes entre eux. Ça fait pas beaucoup, en gros.
sachant qu'en plus on veut quand même que le jeu soit rejouable, donc que chaque crapaud offre plusieurs stratégies différentes, on va dire. Donc ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs builds possibles, et avec en gros 15 cartes par crapaud, c'est un peu compliqué. On réfléchit à ce que doivent être ces crapauds-là, et donc là on a plusieurs approches, je pense. Il y a une approche thématique qui a quand même pas mal aidé. C'est que évidemment c'est pas dans cet ordre-là qu'on le ferait le plus souvent, mais nous, comme on avait déjà fait une partie de la prod au moment où on a décidé de reset la prod, on avait quand même pas mal d'assets, on a des choses qui étaient déjà définies, et nos crapauds ils avaient déjà des designs, et donc on s'est dit ok, thématiquement en fait c'est quoi ces designs, en gros quelle est leur thématique. Et l'autre approche qui est beaucoup plus classique, on va dire, c'est l'approche mécanique. C'est quoi les piliers du jeu qu'on a envie de mettre en avant, ou au contraire de mettre en arrière, derrière chaque crapaud. Le premier, c'est le leader, c'est le crapaud qu'on voit là avec son petit veston rouge, celui qui est sur le key art. Et en fait, les mots-clés qu'on a très vite utilisés, c'est un chef qui est valeureux, qui est résistant, qui est debout sur les barricades. Et donc très vite on s'est dit ok, combat rapproché, il est au devant du danger, il lead vraiment la révolution. Donc on a commencé à parler de bousculade, de choses comme ça. On s'est dit ok, bon, dans tous les cas on veut qu'il y ait à la fois attaque au corps à corps et à distance, mais est-ce que lui c'est un tireur? En fait non, il a un pistolet, mais voilà, c'est pas non plus un pro de la gâchette. On a essayé différentes choses, d'alterner vraiment le côté pousser, tirer, faire des combos comme ça. Ça marchait pas très bien. On a commencé à faire un peu des builds autour du blocage, accumuler en fait de la défense et d'un coup péter la défense et revenir super fort. Ça marchait pas trop non plus. Une idée que j'aimais bien mais qui a pas trop marché, c'était la force du nombre. C'est l'idée que ce crapaud, en fait, quand on recrute sur le côté gauche là des crapauds de support, ça décuple en fait sa puissance. J'aimais bien l'idée thématiquement, mais ça marchait pas trop mécaniquement. Et le truc qu'on a trouvé finalement, c'est que en fait, il peut poser des barricades, et quand il pousse les personnages dans des barricades, ça les casse et il repioche une carte. Et donc en fait, on a très vite eu à nouveau une sorte de boucle un peu organique qui s'est faite, où on va tuer des ennemis, ça va débloquer une barricade, on peut poser la barricade, on peut la casser soi-même pour repiocher une carte, et donc on va pouvoir se redéplacer, etc. Et donc très vite, en fait, voilà, on a eu un archétype qui s'est un peu confirmé tout seul, et ça marchait bien. Malheureusement, pas trop d'approches différentes à offrir, de par encore une fois le manque de choix qu'on avait. Je sais que c'est un peu curieux, on va dire, comme contrainte, mais voilà. Et voilà, ça donne un peu des choses comme ça. En gros, un crapaud qui va pousser, on voit qu'il débloque des barricades en haut. Voilà. Le deuxième crapaud, c'était la nonne, qui était donc une nonne avec un gros fusil à pompe, qui était censé être le personnage du prologue d'ailleurs, et qui finalement sera juste le deuxième crapaud. Et donc les mots qu'on a utilisés très vite, c'était voilà, un personnage qui est badass, qui a un fusil à pompe, et le côté un peu kick ass and chew gum. Et donc en gros, elle, on voulait que ce soit l'extrême inverse, c'est le focus combat à distance en gros. Et comment mettre ça en avant? On a décidé qu'elle se blesserait au corps à corps, qu'en gros elle est bonne tireuse, mais que son fusil en fait l'encombre. On a essayé plusieurs choses. Le fait de multiplier les tirs, de piocher plein de cartes de tir gratuites et d'avoir un côté un peu dead eye comme dans Red Dead Redemption. Le côté de monter en fait en puissance avec de la précision et d'augmenter les dégâts des tirs. On a essayé de la faire piocher beaucoup aussi, mais ça marchait pas très bien. Et en fait, ce qui s'est un peu dessiné naturellement, c'est que quand elle tire au corps à corps, elle est poussée par le recul du fusil. Et donc elle est poussée en arrière, et en fait ça peut être utilisé soit à l'avantage du joueur, s'il veut se déplacer par exemple, ou s'il veut faire des dégâts derrière, mais ça peut aussi lui nuire. Quand on tire dans des espaces clos ou très fermés, on va dire, on va se prendre le décor, on va perdre un point de vie, et elle a un point de vie de moins que le leader. Donc en fait, ça permet de faire ça 2 fois avant de mourir en gros. Donc voilà, pareil, ça marchait plutôt bien, on était assez contents. Et arrive le 3e crapaud. Et là, en fait, on sait pas trop quoi faire, parce que le combat corps à corps, c'est déjà fait. Le combat à distance, c'est déjà fait.
une approche qu'on envisage, c'est ok, est-ce que ça serait pas vraiment un crapaud qui juste, encore une fois, pioche un maximum de cartes, fait de la défausse et tout, mais ça laisse complètement de côté le côté gris en fait. Et on n'arrive pas à trouver une approche qui convoque tous les éléments, mais d'une façon différente. Alors on se dit peut-être un personnage basé sur le mouvement et tout, mais on sait pas trop comment faire. Et voilà, il y a à nouveau, on va dire là, on revient vraiment dans l'approche thématique. Alors par chance, la production m'avait permis de découvrir plein de choses sur le vaudou, sur le vaudou d'abord louisianais, mais aussi après les racines africaines du vaudou. Et je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de vraiment revenir à cette approche-là qui est pas d'abord mécanique, mais d'abord thématique sur ok, qu'est-ce qu'on peut utiliser du vaudou pour en faire quelque chose. Vous l'avez compris, j'aime bien Magic. Et en particulier dans Magic, je joue beaucoup la couleur noire. Alors la couleur noire dans Magic, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait avant tout se faire du mal à soi-même pour en faire encore plus aux autres. C'est typiquement payer des points de vie plutôt que du mana pour piocher plus de cartes, pour invoquer des créatures, tout ça. Et je me dis que ça pourrait être cool d'avoir un personnage qui fonctionne un peu pareil, où en fait au début de chaque tour, on se met un max de dégâts dans la gueule et on monte en puissance, et à la fin du tour, il faut se débrouiller pour récupérer sa vie. Une sorte de cycle un peu comme ça, qui est très combo du coup, mais malheureusement on n'arrive pas à le faire marcher, ça marche pas très bien. Ceci dit, le côté combo me fait me dire qu'il y a un focus quand même à faire sur la satisfaction, vraiment sur le fait que ce soit un personnage en fait qui doit avoir l'impression de faire 10 000 choses tout le temps. Pareil, je me repenche un peu sur ce que j'aime bien. Le mec a 3 références. Et je reviens à Into the Breach, et il y a un mecha en particulier que j'aime beaucoup, qui est le mecha éclair. Et en fait, lui, quand on l'améliore, il peut envoyer des courants électriques qui en fait, se propagent quand il y a des ennemis ou des bâtiments côte à côte. Et ça, je trouve ça hyper cool. Et du coup, je me dis, ok, pourquoi pas en fait essayer d'aligner un maximum d'éléments à la chaîne pour faire des dégâts. On a une première itération qui est assez fun. On se dit que c'est assez original, que c'est différent tout de suite, mais qu'en même temps c'est consistant. On aime bien l'idée. Ça, c'est la toute première itération. Mais à partir de là, comment améliorer ça ? On remarque que là, sur le GIF, il y a encore des cartes de mouvement. Et à un moment, on se dit, encore une fois, cette logique de retirer des choses. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est plutôt que de se déplacer, qu'est-ce qui se passe si on échange de position ? Et là, la proposition que je fais au reste de l'équipe, c'est est-ce qu'on ferait pas une sorte de Candy Crush, mais genre avec des mouvements hyper chiadés. Dit comme ça paraît pas être une super bonne idée. Mais ce que je fais du coup, c'est que je retire complètement les cartes de mouvement de ce crapaud. Et en fait, sa seule façon de se déplacer, c'est d'échanger de position avec d'autres personnages. Dans les premiers tests, c'est hyper cool. Genre vraiment, on est tous d'accord sur le fait que c'est marrant. Par contre, ça paraît un peu injuste pour le joueur. Parce que c'est paradoxal, mais s'il n'y a pas assez d'ennemis, en fait, il n'est pas assez fort, en gros, parce qu'il n'a pas d'option de déplacement. Et on réfléchit à comment, est-ce qu'il faut abandonner l'idée et tout. Et là, du coup, on se dit, et si le joueur il pouvait invoquer lui-même des unités pour les placer et échanger de position avec elles. Et donc là, on arrive sur une mécanique qui est un peu compliquée. Et en fait, j'y reviendrai, mais je l'avais pas conçue comme compliquée. Elle s'est compliquée elle-même naturellement. Et voilà, j'espère que j'arriverai à l'expliquer clairement. Si jamais, dites-moi. En gros, l'idée c'est que quand le joueur échange de position avec un autre ennemi, il va accumuler du poison. Il peut à tout moment, le poison c'est un statut comme un autre. Il y a de la brûlure, il y a de l'étourdissement, il y a plein de statuts. Et en fait, le joueur a des cartes qui lui permettent de placer des fétiches. Donc dans le vaudou, en fait, il y a pas les poupées vaudou, ça n'existe pas. Il y a par contre ce qu'on appelle des objets fétichés, qui sont des objets qui sont prévus pour différents rituels. Et voilà, le joueur peut placer des fétiches et transférer les bonus et les malus qu'il a accumulés sur ces fétiches. C'est la mécanique qu'on appelle conjurer. Les fétiches, alors j'y reviendrai sur les poupées vaudou justement parce qu'on les a changées justement. Bref, donc quand un fétiche est créé, il reçoit les stats du joueur et à la fin du tour, les fétiches se détruisent et il redistribue autour de lui les statuts qu'il a accumulés. Donc les mauvais statuts vont aux ennemis, les bons statuts reviennent aux joueurs. L'effet souhaité,
c'est que le joueur il puisse poser des unités à distance et échanger avec elles. Et en fait, ce qui est bien, c'est que il y a eu pas mal d'effets inattendus qui sont arrivés grâce à ça. Le premier, c'est qu'en fait, les fétiches, comme ce sont des unités et que ce sont des unités alliées, ils se redistribuent en fait les effets entre eux. Donc, ça permet en fait d'aligner des effets, de faire des réactions en chaîne. Si je place par exemple 3 fétiches à la suite, le premier va exploser et passer ses stats à l'autre qui va exploser, etc. Et on peut faire un peu des petits trains comme ça à travers la map. Et ça s'est fait naturellement parce que ça allait en fait avec les mécaniques d'unité. Le deuxième, c'est que les fétiches, ils peuvent être poussés. Vu que c'est des unités comme les autres, on peut placer un fétiche sur la map et l'envoyer un peu comme pour ceux qui ont joué à Black Ops en 2010. Déjà, big up. Et au-delà de ça, il y avait les fameuses voitures télécommandées explosives, là, les RCXD. Il y avait un peu cet effet-là. Voilà, on pouvait créer des fétiches, les échanger, les pousser ou les tirer. Et donc, en fait, avoir des trucs qui étaient vachement organiques sur la map et très créatifs. Et le dernier effet qui était imprévu, et pour le coup que j'ai trouvé super cool, il est un peu compliqué à expliquer, mais c'est que en gros, les fétiches, ils se déclenchent à la fin du tour. Attendez que je le relise bien en même temps. Voilà, le joueur il transfère ses stats au fétiche. Après ça, les stats du joueur sont reset, mais comme il ne les a plus, il n'y a rien qui est reset. Le fétiche se déclenche avant que ses stats ne soient reset. Il redistribue les trucs autour de lui. Les ennemis jouent leur tour et ensuite le joueur récupère la main. Ce qui fait que le joueur, en fait, il peut investir des fétiches à la fin de son tour et récupérer ses effets après. Et donc, en gros, il peut build un peu un fétiche avec 15, 20, 25, 30 de force et les récupérer entre chaque tour. Et il y a une sorte un peu de ping-pong qui se fait naturellement. Et ça, en fait, je ne l'ai pas du tout prévu. C'est juste, en gros, j'étais en train de jouer, j'étais en train de tester un peu ce que j'avais fait. Et en fait, dans le code, j'avais placé les triggers d'une certaine façon, j'y ai pas réfléchi. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire ça. Et je me suis dit, ok, trop bien, en fait, tu peux balancer de la force là et la récupérer au tour suivant. Alors, l'artwork a rien à voir, mais c'était voilà. Les retours qu'on a sur ce personnage, ils sont hyper clivants. On a un prestataire qui fait du QA à ce moment-là, mais qui fait aussi du coup du playtest en même temps. Et en fait, on a des retours qui sont très partagés. C'est soit que ils adorent le perso, que c'est le meilleur perso des trois, que c'est un perso qui est brillant notamment, etc. Et d'autres qui aiment pas trop, qui disent que c'est compliqué, qu'il faut beaucoup réfléchir à chaque tour et qu'en fait c'est un peu fatigant. Mais dans l'ensemble, les retours sont cohérents. Il y a personne qui se dit ce perso il tourne pas rond, ou alors c'est pas clair, ou c'est complexe pour rien. Il y a juste vraiment des gens qui adhèrent au style et des gens qui n'adhèrent pas. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et en interne, on est assez heureux en fait de ce perso-là. Et on se dit que c'est un bon troisième perso, parce qu'encore une fois, c'est le perso qu'on débloque en dernier, qui est censé un peu représenter ce que c'est que le summum, en gros, le nectar vraiment du jeu, une fois qu'on a concentré tous les goûts, en gros. Je sais plus ce que c'est la vidéo, on va la découvrir ensemble. Ah oui, et donc ça c'est quand le jeu sort, on guette un peu les live Twitch évidemment, et on voit un gars qui va au boss final avec donc ce perso-là, la voyante, et qui en fait arrive à build 140 de dégâts en un seul tour sur le boss principal, et voilà, je me dis que c'était quand même vachement récompensant de voir quelqu'un qui fait un truc aussi balèze. Bon, je vais quand même me déplacer histoire d'être sûr, hein. On n'est pas des bêtes. Ciao. Bon, un petit 56 de vie à coup, ça va. Je pense que je stacké. Voilà. 140. Clairement, on aime ou on n'aime pas. Moi, je vous avoue qu'il y a le petit singe en moi qui est hyper content quand il voit plein de trucs qui s'affichent à l'écran. Voilà, j'ai été vachement content quand je me suis rendu compte que ça marchait un peu tout seul, en gros. Mot rapide sur les poupées vaudou, etc. On a fait quelques ajustements sur les assets. Il y avait un parti pris à prendre. Au début, le parti pris des poupées vaudou, en fait, j'ai choisi de faire des poupées vaudou quand même, en me disant que dans l'ensemble, c'est un objet de pop culture quand même, et que en pixel art, en fait, il y a aussi quand même la question de la lisibilité. Finalement, j'étais pas trop à l'aise avec mon choix plus tard, donc voilà.
Voilà, je sais que ça implique quand même de refaire des assets, c'est jamais neutre, c'est jamais agréable pour les artistes. En même temps, je pensais que c'était quand même assez important d'être le plus. Enfin bon, c'est un jeu avec des crapauds, il y a plein de choses aussi qui sont beaucoup de libertés créatives qui ont été prises, mais je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ça. Et finalement, en fait, comme j'avais eu l'opportunité de voir plusieurs expositions avec des objets fétichés, etc., on a utilisé des photos que j'avais prises tout simplement pour faire des fétiches qui ressemblent un peu plus en fait à ce qu'on peut trouver en vrai. Petite anecdote, mais ça s'appelle un ferme ta gueule. Je trouve ça super cool. C'est des becs de canard qui sont muselés avec des cadenas. Et très souvent, en fait, on faisait ça pour faire taire quelqu'un, notamment avant un procès. Voilà, je trouve ça hyper cool. Les dernières leçons, et après je passe à la conclusion. La première leçon, c'est que, mais évidemment, je pense que j'enfonce un peu des portes ouvertes pour beaucoup, mais moi je l'ai appris comme ça, donc voilà. C'est que créer des systèmes, en fait, ça récompense vraiment le gameplay. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, avoir une approche entre guillemets holistique, c'est-à-dire de prendre en fait vraiment en compte plein de choses différentes qui paraissent pas forcément liées, mais qui peuvent l'être. Ça fait émerger des choses inattendues. Et comme je disais, en fait, le troisième perso, la voyante, finalement, il y a plein d'effets qui sont un peu apparus tout seuls, en gros, parce que on avait quand même conçu d'autres choses avant pour qu'elles se répondent entre elles. Voilà, les pièges qui peuvent se déclencher entre eux, les unités qui sont toutes traitées de la même façon, qu'elles soient crapauds ou ennemis, enfin voilà, des choses comme ça. Essayer d'être le plus vague possible, ça renforce en fait l'effet bac à sable. Voilà, ça c'était une autre un joueur je me souviens plus de sa nationalité, mais peu importe, qui move there. Q. Accuracy. Dead. And I get energy. Move here. More accuracy. Get him. Move there. And gain accuracy until you draw the movement again. There you are. Now come here. More accuracy. Kill him. Move there. I think I kill you one shot. How much HP do you have? 16. Oh, you're dead. There he is dead. Voilà. Et encore une fois, bon, ça c'est un des boss finaux, mais voilà, moi je suis quand même vraiment heureux quand je vois ça parce que bon, encore une fois, il y a quand même pas mal de choses que j'ai citées qui auraient pu être mieux faites et tout, mais je suis quand même content de voir ce genre d'extrait et de me dire qu'on a quand même réussi à faire des interactions qui sont assez cool dans l'ensemble. La deuxième leçon, c'est comme je disais, d'orienter ou limiter le gameplay. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais que voilà, on avait eu cette peur en gros d'être trop restrictif ou d'imposer des archétypes de build qui soient peut-être un peu trop précis, on va dire, et on avait peut-être l'impression d'orienter un peu trop le joueur. En vérité, ça a quand même été positif finalement de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on partait dans une direction qui était connue et que ça permet de nourrir en fait cette direction, plutôt que de se dire, en fait, encore une fois, je prends jamais un seul chemin, je m'engage jamais nulle part et tout. En fait non, on s'engage dans une voie, peut-être 2 ou 3 à la limite, mais on le fait bien. Et en tout cas, on a essayé de le faire bien. Et voilà, je pense qu'encore une fois, ça a été un bonus en fait dans la réflexion. Et la troisième leçon, encore une fois, c'est assez personnel, mais je pense que aller chercher en fait en dehors du jeu vidéo, c'est hyper important. Je faisais des parallèles tout à l'heure avec la musique. Je sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, mais j'imagine que tout le monde fait des choses en dehors du game development. Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a plein de passerelles à faire entre toutes nos disciplines. Et que ce soit dans les façons de travailler, dans le rapport qu'on peut avoir à son œuvre ou à son travail, et surtout dans les moments où on peut être coincé justement, voilà, des ressources externes, des autres façons d'imaginer même des systèmes très vagues, ça nourrit énormément l'imaginaire, la réflexion,
et la solution de problème en gros. La conclusion. C'est une conclusion assez rapide, mais en gros, Toads, c'est un jeu du coup qui sort dans un état de polish qui me plaît. Il y a évidemment pour faire la présentation, j'ai dû retélécharger le jeu pour la première fois depuis un an pour capturer des gifs et tout. À nouveau, j'ai des petits coups de sueur, mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfait de ce que le jeu est en termes de game feel surtout. Je suis satisfait des mécaniques, je suis satisfait de ce qu'on a réussi à faire à la fin. Je suis heureux de l'univers et de l'esthétique aussi. Je suis assez heureux de l'environnement de travail que j'avais à la fin. Quelques apartés, mais c'était pour avoir le côté aussi technique. Je ne sais pas s'il y a des programmeurs parmi vous. Très rapidement, mais en gros, à la fin de Toads, en fait, on a vraiment une séparation entre la data et la vue, en gros. Toute la data, tout ce que j'appellerais la data, en gros, c'est dans des classes qui sont purement en C#. Et en fait, il y a des monobehaviors dans les scènes. D'ailleurs, il y a une seule scène dans le jeu, pareil, c'est pas forcément très bien, mais ces monobehaviors, ils vont au début du jeu s'abonner à la data, donc aux classes de data qui vont avoir des événements en gros, qui vont dire en gros moi je fais ça, voilà les informations que je peux envoyer, et les monobehaviors vont mettre la scène à jour à partir de ça. Ce qui fait que les monobehaviors en fait ils vont jamais modifier la data directement, ils vont utiliser uniquement les interfaces prévues à cet effet. Et la data, elle a jamais connaissance des scènes du jeu. Elle a jamais connaissance de la vue, en gros. Et c'est pas forcément très encore une fois, un code hyper propre. J'aurais peut-être fait différemment aujourd'hui, mais à la fin, en fait, ça permettait d'itérer assez confortablement et c'était assez cool. Les cartes, en fait, et que ce soit aussi les personnages, les consommables, les pièges, les crapauds, etc. Tout est scripté. On a essayé des approches par scriptable object, par liste polymorphique, etc. Mais c'était un peu fancy, c'était chiant à maintenir. Ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Et là, finalement, en fait, le fait d'avoir des interfaces assez simples, ça fait que la plupart des cartes, en fait, c'est quelques lignes de code comme ça, c'est du scripting en fait assez haut niveau entre guillemets. Et ça fait que c'est facilement éditable, même pour un. Bon, là, j'étais seul là-dessus, mais pour un game designer, en fait, je pense que c'est assez facile à comprendre, à modifier. Et voilà. Pour tout ce qui est des effets, pour tout ce qui est de la vue, c'est du command pattern. Donc en gros, c'est des effets qui se mettent à la boucle, qui se mettent à la chaîne, je veux dire. Il y a un buffer, en gros, donc un système qui va en fait recevoir toutes ces commandes-là et qui va les traiter une par une. Et en fait, ça permet tout simplement de créer plein de feedback très rapidement, mais qui se passent tous dans le bon ordre et de façon ordonnée. C'est important que le joueur comprenne ce qu'il fait. Et donc, encore une fois, en fait, là, le fait que chaque fois qu'on déclenche une action, tout se mette à la chaîne naturellement et qu'il y ait une passerelle unique par laquelle ça se déclenche, c'était clair pour le joueur et aussi clair pour moi, tout simplement. Je savais que les bugs visuels, ils étaient liés à la vue et que les bugs logiques, ils étaient liés à la logique. Encore une fois, les deux étaient complètement séparés, donc ça permettait quand même d'itérer confortablement. Voilà, typiquement, là, au moment où j'appuie sur le bouton Enter, en fait, le prochain tour il est déjà joué en soi. Mais il y a tout le buffer qui se met à jour du coup et qui traite les commandes. Bon. C'est l'extrait que je passais au début, mais juste pour dire que le jeu est passé au game state player turn quasiment instantanément en fait, juste on le voit pas. Donc voilà, j'étais heureux de la façon dont la production se termine en gros. J'étais heureux de l'état dans lequel était le jeu et la prod, mais je pense aussi que, et ça c'est peut-être le côté un peu plus négatif, c'est que ce potentiel on l'a trouvé un peu tard et qu'il n'a pas été pleinement réalisé du coup à cause des erreurs de pré-production et de production. J'aime beaucoup la formule qu'on a trouvée à la fin. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Le mouvement était équilibré, le design était équilibré, le game feel était là, mais du coup il y a très peu de contenu. C'est un reproche qu'on nous a fait. Enfin, c'est une critique qui a été faite, en tout cas pas mal sur le jeu, et je la partage complètement. Elle est complètement fondée. Et voilà, je pense qu'avec cette formule finale, il y aurait eu beaucoup plus à faire.
Voilà, plus de cartes, plus de choix de missions, des événements textuels peut-être, enfin plein de choses. Et voilà, c'est peut-être mon seul regret entre guillemets par rapport à ça, c'est la temporalité en fait qu'il y a eu sur le projet. Mais voilà, pour finir vraiment là-dessus, c'est un projet qui a été vraiment fondateur pour le studio et pour moi. Ça m'a ouvert énormément de perspectives, notamment celle d'être là ce soir. J'ai appris énormément de choses. Et voilà, ça a été un gros gain d'expérience, de maturité, et j'en ai tiré entre guillemets, enfin j'ai noté en tout cas trois points principaux. Le premier, c'est d'apprécier ce qui a pu être fait quand même si on aurait aimé plus. Il y a quand même un jeu qui sort, avec des critiques plutôt positives, et je pense qu'il faut quand même prendre le temps de l'apprécier, d'apprécier que même si tout n'a pas été parfait dans la production, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a pu comprendre et réajuster. Encore une fois, apprécier le fait qu'on a pu gagner en maturité. Je dis on, mais c'est aussi beaucoup moi. J'ai pu quand même beaucoup apprendre de mes erreurs ou de mes lacunes. Et je pense que voilà, c'est vraiment à apprécier. Et surtout, tirer profit en fait de ces leçons-là pour des futurs projets. Typiquement un projet sur lequel je travaille depuis un petit moment. Et voilà, j'ai évidemment appris beaucoup sur les tacticals et les choses comme ça, et je peux le réutiliser aujourd'hui, et je sens en fait qu'il y a un monde entier entre qui j'étais au moment du premier screen et qui je suis aujourd'hui, et voilà, ça je pense que c'est important de prendre le temps de l'apprécier. Voilà, je termine juste en remerciant évidemment toute l'équipe qui est pas là ce soir, toute l'équipe avec qui j'ai travaillé, et sans qui il n'y aurait pas de jeu évidemment, donc voilà, merci à eux qui verront le replay évidemment. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore pour votre écoute. Et maintenant, on peut passer un temps de questions ou d'échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être prêté à l'exercice. Moi, j'ai été captivé du début à la fin. Je suis très content. Est-ce que quelques personnes ont des questions éventuellement pour Alexandre, sachant qu'on a encore un petit peu le temps pour prendre quelques interventions. Hop, j'ai pris la première main qui se levait. Salut, merci pour la présentation. J'avais une question, j'ai l'impression que ta relation avec l'éditeur était très proche, qui te donnait des conseils en design ou quoi, en fait, parce que du coup là, les autres personnes, il y en a aucun qui avait un rôle de designer ou qui t'épaulait, parce que c'est vrai qu'à fois tu disais on dans la conférence, mais j'avais du mal à comprendre c'était qui ce fameux on. Est-ce que c'est l'éditeur qui était vraiment très présent, ou est-ce qu'en fait il y avait des membres de ton équipe qui avaient aussi un peu un rôle de designer? Voilà. Ok, merci pour la question. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois où le on il est devenu juste naturel parce que encore une fois voilà, j'ai envie d'essayer d'inclure tous les gens qui ont participé à ce projet-là, mais il y a des fois où j'ai dit on un peu machinalement, et ça pouvait être uniquement moi pour le coup parce que j'étais en effet seul designer à bord. Après je pense que c'est au cœur en fait de la première partie, c'est que la relation avec l'éditeur, elle a changé de nature, et je pense qu'en fait elle s'est entre guillemets un peu redressée. Je dis redressée parce qu'en fait quand on a signé, évidemment c'était pas au cœur du contrat bien sûr, mais en fait l'idée c'était vraiment d'un partenariat, et on a signé très très tôt sur le projet, et c'était au cœur des échanges, c'est que on signe sur un projet qui est vraiment embryonnaire en gros, et qu'on le construit ensemble et qu'on construit vraiment le produit ensemble. Et je fais une distinction entre guillemets entre le jeu et le produit, mais voilà, la finalité c'est quand même de sortir le jeu, de le sortir sur le marché, donc il y a une dimension produit avec, et il y a l'idée de la construire ensemble. Et en fait il y a eu très vite, je pense, une sorte de un côté un peu carte blanche, liberté créative et tout, qui m'aidait pas trop en fait, et j'ai pas trop osé le dire non plus. Et voilà, je pense que à aucun moment en fait on m'a imposé quoi que ce soit, ou on a redressé des choses, mais je pense que le moment en fait où on a pris le temps d'échanger avec l'éditeur et de se dire voilà, en fait à la lumière de ce que sont les roguelikes, de ce qu'est le marché du roguelike et tout, qu'est-ce qu'on construit ensemble comme produit, là il y a eu une collaboration réellement créative, ouais, et c'est là où je pense qu'il y a plus le on en gros. Voilà.
Ok, et du coup, Fireshine, c'est ce qu'ils font habituellement avec les autres jeux aussi. Enfin, c'est vraiment. Toi, tu les as approchés pour ça aussi ou... Alors ça dépend en fait. Je vais évidemment pas trop parler pour eux parce que je sais pas trop où ils en sont, mais nous en gros on est arrivé assez tôt parce que Fireshine changeait d'identité de marque et ils ont en fait des projets qui ont été signés à différentes étapes en gros. Il y a un autre projet qui était chez Fireshine en même temps que nous et ils ont eu la même approche sur ce projet-là. Il y a d'autres projets sur lesquels typiquement c'est des studios qui avaient peut-être 2-3 jeux derrière eux déjà et qui avaient en fait des structures un peu plus rodées. Nous c'était absolument pas le cas évidemment. Voilà, ça dépend. Ça faisait partie un petit peu de leur manière de travailler, mais c'était selon la nature du projet. Ça marche, merci. Merci, une main s'est élevée plutôt vers le fond. Ouais, j'arrive. Salut, merci beaucoup, c'était très cool. Petite question donc sur la partie roguelite justement. Est-ce que ça a été compliqué de mêler ça au tactical? Tu n'as pas beaucoup parlé justement de la partie roguelite sur le jeu, tu as beaucoup parlé de la partie tactical dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui marchait un peu de lui-même ou qui avait un peu moins à être travaillé ou prouvé parce qu'il y a quand même beaucoup plus de refs? Comment tu as fait par rapport à ça? Alors, merci pour ta question. Je pense que ça s'est fait un petit peu en 2 étapes. De façon générale, je considère vraiment en gros que, voilà, encore une fois, le Creative Reset, le moment à Londres, je prends ça vraiment presque comme un deuxième départ du jeu parce qu'on est quand même reparti vraiment quasiment à zéro. D'ailleurs, j'ai recodé vraiment genre 90% du jeu à ce moment-là. J'ai oublié où j'allais avec ça. Attends, excuse-moi. Oui, en fait voilà. Donc il y a eu un moment en fait, on a retravaillé, tu vois, donc toutes les boucles que tous les éléments en fait de design que j'ai évoqués. Et évidemment, on a toujours essayé de raccrocher ça. Un roguelike deck builder, est-ce que ça va contenir ça ou pas? Est-ce que ça répond à ça? Et après, il y a eu un deuxième moment où là, on s'est vraiment focus. Et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que ça s'est fait un peu dans la continuité, mais un moment où on s'est dit, ok, on fait un focus vraiment roguelike, méta-progression et tout. Ça correspond un peu au moment où on a enlevé les 3 ressources en se disant, on a une ressource pour la run et une ressource pour la méta. On avait la taverne qui arrivait, donc on s'est dit, la taverne serait cool si on pouvait la reconstruire et l'agrandir petit à petit et tout. Mais tu vois, toutes ces choses-là, du coup, elles se sont faites un peu dans la continuité d'autres quand même. Il y a eu un moment où on a passé un peu de temps à vraiment polish le côté roguelike, mais c'était minoritaire par rapport au reste, en gros. Merci. Oui, Du coup, bonsoir. J'avais plusieurs questions qui sont soit corrélées, soit pas du tout. Du coup, déjà, merci pour la présentation, elle était très claire et très chouette. Je voulais savoir, du coup, au tout début, au moment où tu avais parlé du coup de la Paris Games Week, tu avais mentionné que c'était un peu la première fois que tu voyais des gens jouer au jeu, enfin, qui n'avaient jamais vu le jeu, mais du coup, avant ça, est-ce que tu faisais des playtests en interne avec, je sais pas, soit des personnes que tu trouvais, soit des amis sur un Discord? Je sais pas trop, est-ce que, un peu par peur, t'avais pas trop présenté le jeu à d'autres personnes? Merci pour ta question. C'est vraiment une bonne question parce que, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'était que c'était la première fois que je voyais vraiment des gens, on va dire, face à face jouer au jeu, que j'étais vraiment devant eux, plutôt derrière eux, aller voir jouer. Après, en vérité, les playtests à ce moment-là, ils étaient beaucoup en interne avec l'équipe de l'éditeur, et ça rejoint en fait un peu ce que je disais sur le côté où la nature de la relation, elle a changé et tout, et sur le côté un peu perfectionnisme, et dans ma bouche, c'est pas du tout une qualité en fait. Moi, j'avais vraiment peur en gros de présenter les builds à ce moment-là. Je suis pas, en plus, encore une fois, je disais, je suis pas vraiment issu du milieu du jeu vidéo à la base. J'étais très anxieux à l'idée de présenter mon travail en gros, et j'ai retardé ça, mais genre le plus possible en gros. Et donc en fait, il y a eu très peu de playtests, et c'est pour ça que je suis quand même assez content qu'on m'ait vraiment poussé à le faire à l'été, quitte à avoir un résultat où les mecs ils sont hyper confus en live et tout, mais si je m'étais écouté et qu'il y avait eu que moi aux manettes, en fait, je l'aurais même pas fait ça, et ça se trouve on aurait eu un déclic beaucoup plus tard. Et la deuxième partie de ma réponse, c'est que
je pense que par souci en fait de justement pas trop interférer, etc. Il y a eu des playtests, mais il y a eu très peu de retours finalement. Et du coup, c'est là où il y avait le côté un peu éléphant dans la pièce que je disais, où en fait on testait le jeu et on parlait pas de ce qui allait pas. Et du coup, c'est pas du tout nourrissant en fait pour la prod. Donc voilà, il y a eu des playtests, mais je pense pas fait comme il faut en gros. Ouais, ok, du coup, justement pour rebondir un peu sur ça, c'est à peu près quoi les questions que tu posais? Par exemple, dans un formulaire, j'imagine que dans le cadre d'une Paris Games Week, tu peux pas en poser beaucoup. C'est quoi un peu les questions que tu posais? Est-ce que tu les regrettes ou justement t'avais des bons retours grâce à ces questions-là? Honnêtement, les questions que je posais, moi, je m'en rappelle pas trop. C'était beaucoup dans le flot de la discussion en elle-même, tu vois. Donc, très souvent, c'était est-ce que vous avez aimé ou pas, est-ce qu'il y a des choses qui ont été bien comprises, à quel genre de jeu vous jouez, ça c'était quand même une question qu'on posait beaucoup. Quel genre de jeu vous jouez d'habitude et est-ce que vous retrouvez les éléments. Pour les playtests après qui ont été réellement organisés, c'était des formulaires que j'ai pas conçus moi pour le coup. Donc globalement, c'était beaucoup les mêmes questions. Est-ce qu'il y a eu des facteurs, on va dire, de friction en gros? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas du tout agréables en fait dans le jeu? Est-ce qu'il y a des choses contre lesquelles vous aviez l'impression de lutter un petit peu? Est-ce que l'onboarding était clair? Est-ce que l'interface était claire? Des choses comme ça. Mais c'est pas moi qui ai conçu ces formulaires du coup. C'était des formulaires en fait préconçus en gros. Voilà. Ok. Du coup, par rapport, du coup, ça n'a plus aucun rapport, mais par rapport au Creative Reset. Ouais. Du coup, à ce moment-là, plus tard, je pense que tu as un peu répondu à mes questions, mais mais pas totalement. C'était, du coup, tu avais parlé du fait que vous vouliez jeter le moins possible d'art qui avait été réalisé. Est-ce que du coup, au moment du Creative Reset, c'était l'une des contraintes principales d'essayer de garder un maximum de l'art qui a été fait, ou est-ce que vous étiez prêt à... Et du coup, vous avez jeté beaucoup de ce qui a été fait? Alors, pour être honnête, il y a peut-être un malentendu. Il n'y a pas trop eu cette question de jeter le moins d'art possible. Après, évidemment, je pense que c'était quand même dans nos têtes à tous, tu vois, pour des raisons évidentes. Mais non, c'était vraiment pas une considération. Encore une fois, en fait, le Creative Reset, c'est vraiment un mot hyper corpo qu'on a choisi tous ensemble. Mais c'est vraiment un moment où on s'est dit, en fait, on arrête en gros les coûts engloutis. On arrête de regarder ce qu'on a déjà investi, parce que ça sert à rien, en fait, c'est déjà parti. Et on prend le moment, en fait, de se dire, là, maintenant, on investit bien le temps et l'énergie, en gros. Donc, je pense qu'au contraire, en fait, s'il avait fallu jeter plus, on aurait jeté plus. Et je le dis un peu... comment dire c'était pas agréable, en fait, de mettre de côté des choses qu'on avait faites. Pour moi et pour les artistes qui les avaient faites, évidemment. Donc on a toujours évité, évidemment, mais il y a des fois où ça s'est imposé et c'est comme ça, quoi. Voilà. Okay. Et du coup, une dernière question qui est juste par rapport à l'univers du jeu. Ouais. Du coup, les trois personnages, quand tu nous as présenté, niveau artistique, enfin plutôt même univers, ils ont un peu l'air d'avoir rien à voir entre eux, entre la nonne, la résistance, du coup... je sais pas trop dans quel univers définir le dernier, mais du coup dans l'univers plus vaudou. Il y avait une raison de ce mélange qui, au premier abord, n'a pas trop l'air. Peut-être que je me trompe et qu'il y a un lien très logique entre les trois, mais donc. En vérité, il y a un lien qui est l'univers l'esthétique qu'on peut appeler le Southern Gothic, donc le gothique du sud. Mais oui, il y a eu quand même cette grande liberté, en gros, vraiment d'incorporer des éléments qui nous plaisaient, tout clairement, sur plein de choses, je sais pas trop, sur le design des bâtiments, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs où on s'est objectivement fait plaisir, en gros. Après, sur ces trois personnages-là, il y a quand même je pense, il y a à la fois une logique d'univers où le premier, c'est plutôt, on va dire, un crapaud habillé à la mode européenne, côté un peu 19e siècle, voilà. Nouvelle-Orléans et tout. Le second, la nonne, en fait, c'est pareil, c'est le côté un petit peu l'autorité religieuse, en gros, qui vient purger ce bayou. Et la dernière, c'était clairement une mambo, en fait, une prêtresse vaudou, entre guillemets. Donc les trois, en fait, à la fois viennent de directions différentes, et en même temps, ils ont quand même ce côté un peu commun, voilà. Et l'idée, c'était quand même, du coup, d'avoir trois persos qui sont différents dans le game feel et dans
dans la thématique qui dégage. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour la présentation. Moi j'avais une question, vous avez parlé à un moment beaucoup de l'approche par la valeur, et du coup je me demandais c'était quoi votre boucle de travail entre vous? Est-ce que vous fonctionnez plutôt par sprint ou d'autres termes que du coup je ne connais pas? Merci pour ta question. On n'a pas travaillé sous forme de sprint. En fait, le gros du travail, en gros, le gros de la prod était découpé en milestones qui faisaient toutes 3 mois. Donc on avait un cahier des charges en fait qui était défini au préalable, qu'on a un petit peu amendé par moment. Voilà, on a fait des modifications en disant bah ça on va le faire après, ou ça on va juste pas le faire par exemple. Mais voilà, c'était un peu une base commune pour se dire bah, est-ce qu'on est en retard ou on avance. Tous les 3 mois, j'envoyais une build qui était du coup bah, juste voilà, passer un peu au microscope pour voir si tout était en ordre en gros. Et vers la fin de la prod, on est passé du coup sur alors, le gros en fait de la communication se faisait par Discord, que ce soit avec les équipes avec qui je travaillais, mais aussi avec les équipes côté éditeur. Discord ou mail. Et en fait, vers la fin de la prod, on a utilisé donc Asana, qui est un outil un peu comme Jira en gros, où là du coup je faisais l'interface entre voilà, je traitais les tickets, je les répartissais après, enfin en tout cas je les communiquais à l'équipe. Mais voilà, il n'y a pas eu vraiment un côté sprint avec rétrospective de sprint et tout. Voilà, c'était pas genre la méthode agile un peu classique quoi, en gros. Voilà. Ok, merci. Et une deuxième question, en tant que unique dev, si j'ai bien compris, sur le projet, c'est pas compliqué de savoir si on écrit du bon code? Ouais, c'est le pire truc. Enfin, vraiment, pour le coup, enfin, c'est vraiment, pour le coup, c'est une vraie question parce que, encore une fois, n'ayant pas trop de repères, en fait, tu vois, n'ayant pas trop de repères institutionnels, en gros, je savais pas à quel moment je travaillais bien ou pas au début. Et en fait, le truc un peu paradoxal, c'est que, encore une fois, je m'étais mis des impératifs qui étaient complètement cons. Genre, tu feras pas de singleton, tu vois, tu feras pas de manager. Et rien de statique et tout, tu vois, des trucs complètement débiles parce que, voilà, mauvaise pratique et tout. Et en fait, il y a un moment où je me suis autorisé juste à dire, ok, va à l'essentiel, tu vois, t'es pas là pour coder un moteur, t'es là pour coder un jeu, en gros. Et c'est là, en fait, où, le code est devenu hyper clair, hyper facile à maintenir. J'ai fait un énorme singleton qui regroupait plein de services du jeu, tu vois, genre la métaprogression, le manager de combat avec un plateau et tout. Et en fait, c'est ce singleton, après je l'ai injecté en fait dans plein de trucs pour pas l'appeler de partout, tu vois, en mode variable globale. Et en fait, c'est là où tout est devenu hyper clair, tu vois. Mais ça a mis longtemps. Hein. J'ai fait, typiquement, le fait de faire des classes pour les cartes où c'est scripté, je suis passé par des extrêmes où, tu vois, genre, j'avais fait un tool nodal sur Unity avec des trucs et tout. Et en fait, c'est pas. Voilà, non, juste sur tape tes lignes de code et c'est cool, tu vois. Et ça marche. Et petite question piège, il y avait des tests ou pas? Aucun test. Super, merci. Non, ouais, enfin, encore une fois, tu vois, le côté dirty, en fait, il a vraiment payé à la fin et il s'est imposé, et tant mieux, en fait. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Salut, merci pour la presse, c'était super intéressant. J'avais une question, vu qu'on parlait un peu de gestion de production, au moment du reset, du coup, est-ce que ça a été un gros bazar du coup pour regérer les deadlines, etc. Ou est-ce que justement, vu que tu as retrouvé un peu l'essence du jeu, comme tu disais, est-ce que ça a plus coulé de source ou par rapport à l'éditeur et ton équipe pour les deadlines, etc. Est-ce que ça a été compliqué là-dessus? Merci pour ta question. C'est à nouveau une bonne question. En fait, il y a eu un moment de flou. Il y a eu 2 moments de flou. Il y a eu le premier moment de flou qui était pas trop voulu, en gros, où en fait, on savait qu'on allait changer des choses, on savait pas trop pourquoi. Enfin, on savait pas trop comment, plutôt. On savait pas trop ce qu'on allait changer, ni comment ça allait s'organiser. Donc on a un petit peu joué le jeu de la confiance, ce qui est pas forcément hyper facile, tu vois, mais on s'est dit on a un cahier des charges, mais en vrai, ça sert à rien d'aller là-dessus pour l'instant parce que il va pas dans la bonne direction. Donc il y a une période de flottement
où on sait pas trop exactement comment on allait faire, mais juste en tout cas, on a mis en avant vraiment les impératifs qui étaient de redesigner les choses. Et après, en fait, pendant un moment, on a commencé à parler de faire un contrat supplémentaire, enfin un amendement, tu vois, et tout. Et en fait, ça s'est pas fait. Je peux pas le recommander évidemment parce que du coup, c'était une grosse zone de gris. Mais bon, on a choisi de continuer comme ça parce que en fait, voilà, on voulait pas s'embarrasser à ce moment-là de ce genre de considération. Enfin, beaucoup de ma part, je dis on, mais encore une fois, c'est beaucoup de ma part. Je me sentais pas tout à fait en fait à l'aise à l'idée de renégocier un cap aussi important dans un moment de flou. Du coup, on est resté dans le flou. Tu vois, je saurais pas te dire vraiment si c'est mieux ou pas, mais voilà. Après. Moi, je faisais beaucoup l'interface entre l'éditeur et mon équipe. Tu vois, typiquement sur le côté gestion de tâches et tout, à la fin sur Asana, j'étais le seul en fait, comme j'étais le seul programmeur. En gros, et que les assets étaient quasiment finis à ce moment-là. J'étais seul sur Asana du côté de Lagrange, tu vois en fait. Et voilà, j'ai fait l'interface avec les équipes. J'ai essayé de donner un cap clair dès que j'ai pu, tu vois, en gros, et ça s'est fait comme ça, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question d'ailleurs, mais. Ouais, en partie. Merci. Ok, merci. Alors, bonsoir. Du coup, merci bien pour la présentation. Et du coup, juste une toute petite question que je me posais. Tu définissais ta boucle de gameplay, donc Core au tout début, comme très jeu de société. Mais qu'est-ce qui faisait que tu l'identifiais comme étant très jeu de société ? Merci pour ta question. Je pense que c'était beaucoup en fait sur, je sais pas comment le formuler autrement, mais entre guillemets un plaisir un peu intellectuel de, tu vois, genre ok, je fais un arbitrage, je vais prendre ce risque-là et ça va payer dans 3 tours et en fait voilà, je vais perdre 10% de ça pour gagner 20% de ça et tout, tu vois. Et ce qui est super intéressant, et encore une fois, j'ai ce plaisir-là aussi, mais en fait c'était pas ça qui construisait le plaisir du jeu à ce moment-là. Et en fait, les moments qui étaient censés être des moments un peu importants dans la progression du joueur, ils étaient hyper décevants. Alors que tu vois, je sais pas, tu prends Catan par exemple, un classique, quand tu poses une colonie ou une ville dans Catan, c'est entre guillemets un gros moment. T'es content de le faire, ça marque une étape importante de la progression et tout. Dans Tolls, en fait, quand tu plaçais un bâtiment, franchement, tu vois, t'y pensais pas quoi en gros. Et à l'inverse. Alors, un jeu, c'est pas juste de la juiciness, tu vois, mais en fait, à la fin, le côté, j'ai fait un combo qui fait que quand je joue une carte, il y a 10 réponses. Là, il y avait un plaisir, en gros, tu vois. Et c'est plus là où je dis jeu de société, c'était le côté très axé sur la réflexion et sur un plaisir plus intériorisé, tu vois, et pas un plaisir vraiment visuel et sensoriel, en gros, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Impeccable, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question pour Alexandre ? J'arrive. Bonsoir et merci beaucoup pour ta présentation. Moi j'ai une question, alors peut-être que ça a été répondu et que je l'ai mal compris, mais du coup à un moment vous avez sorti, je crois, un prologue, mais du coup vu que le jeu a changé quand même après, comment vous avez géré ce changement par rapport au prologue ? Les joueurs ils devaient attendre ce qui avait été promis entre guillemets au prologue, ou même plus généralement pendant les playtests, etc., vu que le jeu a vachement changé. Je ne sais pas comment vous avez fait pour recapter l'attention, entre guillemets. Merci pour la question. Alors pour le prologue, il a été en fait, ça a été dans le flou pendant longtemps et il a été annulé complètement. Le communiqué exact, c'est on rebascule l'attention sur le jeu principal. Après, donc voilà, le prologue, il a juste pas eu lieu. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu en fait une sorte de, je dirais pas une explication à fournir, mais il y a clairement eu un shift en fait entre ce qu'était la promesse initiale, même les premiers trailers, les premiers assets, et ce qu'était le jeu à la sortie. Dans l'ensemble, bon, déjà il y avait pas 10 millions de personnes qui attendaient le jeu, donc on n'a pas eu trop d'explications à fournir non plus, mais les quelques personnes qui ont fait la remarque, en fait, que ce soit sur Steam ou sur Discord ou quoi, en fait, ils ont juste, pour la plupart, salué le fait que, voilà, le jeu était plus fun en l'état.
voilà, il y a eu deux ou trois, j'ai eu 2-3 interactions un peu cheloues aussi, mais je crois que ça fait partie du, ça fait partie du métier. Mais voilà, non, je pense que ça s'est fait assez naturellement, encore une fois, tu vois. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu dans l'ensemble, c'est qu'en fait, il y a pas mal de choses qui se sont vraiment juste simplifiées et confirmées d'elles-mêmes quand on a, entre guillemets, accepté de prendre à bras le corps les codes du genre et de faire un jeu qui les utilisait, quoi, en gros. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est bon? J'avais dit dernière question. Bon, c'est peut-être moi qui avais posé la dernière. 2-3 fois, j'ai bien entendu, comme au judo, plusieurs fois. Et ça a piqué ma curiosité. Alors c'est peut-être parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de judo, mais l'analogie m'a piqué ma curiosité. Ouais, alors c'est vrai que oui, je suis pas expert en judo, donc c'est vrai que peut-être que c'est pas le c'est pas le bon mot. Non, mais en fait dans l'idée c'était encore une fois sur le fait de se positionner d'une façon à utiliser son poids en fait pour déstabiliser l'adversaire. Et bon, là il y a pas de question de poids dans Toads, mais il y a le côté en fait je vais jamais me barrer en fait à l'autre bout, tu vois. C'est pas du paintball ou du airsoft, en fait c'est vraiment plus le côté je me repositionne, je me recentre et du coup j'utilise ça pour revenir un peu plus fort, en gros, tu vois. Et c'était un peu plus là en fait cette métaphore là, ouais, qui a ses limites aussi, c'est vrai, mais... Non, mais c'est hyper cohérent maintenant. Mais j'ai eu un doute, je me suis dit merde, je me suis senti très bête. Je fais dans les faits comme si tu savais effectivement. Donc, voilà, non, ça marche. Bon, très bien. Et d'ailleurs, je réalise que on t'a acheté sous le bus pour cette présentation, mais on t'a même pas donné une bouteille d'eau, ce qui me permet de faire une habile transition sur le fait qu'on pourra se retrouver comme la fois dernière, juste au-dessus au plateau pour boire un verre. Et on s'occupera de toi justement sur la partie hydratation. Mais voilà. En tout cas, moi, je tiens sincèrement à te remercier beaucoup d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris de ton temps pour préparer ce post-mortem, de t'être replongé dans le jeu et replongé dans cette histoire. Et je trouve ça effectivement très chouette la façon dans laquelle tu l'as construit et les feedbacks qu'on peut avoir et tous les retours en fait que tu as offert un petit peu à l'auditoire aujourd'hui. Merci infiniment, vraiment, de venu. Personnellement, je te souhaite que tout le prototypage du jeu numéro 2 soit un grand moment de plaisir, de kiff et en tout cas d'apprentissage encore. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents également pour cet Afterwork de novembre. Ce sera le dernier Afterwork pour cette année. On se retrouvera à partir du mois de janvier pour une prochaine thématique qui sera annoncée prochainement, puisque c'est prochain. Passez une excellente soirée. On se retrouve donc au plateau un tout petit peu plus haut. Et encore merci Alexandre. Bonne soirée. Merci à tous.